Podcast de la série Les réseaux pédocriminels n'existent pas. Round 53. Le réseau Nigard. Corruption, exploitation sexuelle et cellules souches. Focus sur les affaires de Peter Nygard. Début décembre, un riche entrepreneur canadien dans la mode a été arrêté au Canada. Plus de 50 femmes ont porté plainte contre lui pour du harcèlement, des agressions sexuelles, des viols, généralement après avoir été droguées et alcoolisées, certaines étaient mineures. Peter Nygard est aussi un fan du rajeunissement et était prêt à tout pour lancer son centre de, je cite, médecine régénérative aux Bahamas. Nygard est intéressant car il est révélateur d'un véritable système de corruption dont un élément incontournable est l'exploitation sexuelle de mineurs. Le 14 décembre, le magnat de la mode canadien Peter Nygard a été placé en détention et devrait être extradé suite à une procédure lancée aux États-Unis où une vingtaine de femmes ont témoigné contre lui. Il est poursuivi via une action collective pour des viols et agressions sexuelles sur 57 femmes et adolescentes, mais beaucoup d'autres n'osent pas rejoindre la procédure. Jet-setter, bling-bling et prédateur. Les pratiques de Nygard sont similaires à celles d'Epstein. Il attirait dans ses filets des jeunes filles, dont je vous renvoie au podcast consacré à l'affaire Epstein, dont certaines n'avaient que 14 ans et à qui il imposait des relations sexuelles. Il leur faisait miroiter une carrière de mannequin ou dans la mode. Nygard, qui n'avait pas d'amis à moins de les payer, aimait beaucoup s'afficher avec des bimbos à son bras. Nygard, qui explique avoir inversé son vieillissement, a fréquenté un temps l'ex-playmate de Playboy à la fin tragique Anna Nicole Smith, mais également Pamela Anderson ou l'ex-Miss Finlande 1991, avec laquelle il a eu une brève relation en 1994, bien avant qu'elle ne devienne ministre de la Culture. Et aussi avec des people, on le voit à côté de Bush père, de Bill Gates, de son ami le prince Andrew et de son ex-femme, venue en famille dans sa villa des Bahamas en juin 2000. Cette année-là, Michael Jackson et Bush père donc sont aussi venus, il y a eu aussi Oprah Winfrey ou Sean Connery. Il est question dans cette affaire de centaines de victimes potentielles depuis 1995, voire avant, puisque certaines accusations sont étouffées depuis 40 ans. En 1980, déjà, il a comparu devant un tribunal pour des accusations de viol sur une ado de 18 ans, mais finalement la plaignante a refusé de témoigner et il n'a pas été condamné. Il y a aussi Jonna Lorsen, une couturière danoise émigrée au Canada en 80 qui a travaillé pour Nygard, qui dénonce du harcèlement, des menaces, des viols, ayant avant d'être renvoyée et de rentrer au Danemark en 82. L'affaire n'a jamais été publiée dans la presse canadienne en raison du réseau de relations de Nygard et de son influence. Autour de lui, tout un réseau de complices opérait, comme ce fut le cas avec Epstein. Aujourd'hui, plus personne ne le fréquentait. Les filles étaient alcoolisées, Nygard leur fournissait de la drogue, et il les partageait, entre guillemets, avec des politiciens, notamment en échange de petits services ou de l'impunité. Il payait les flics des Bahamas pour falsifier des rapports, des policiers venaient aussi régulièrement chez lui. Apparemment, il ciblait les filles de familles pauvres ou qui avaient déjà subi des violences sexuelles, et il les maintenait sous pression avec des promesses, un peu d'argent ou des menaces selon les circonstances. Apparemment, Nygard se doutait qu'il n'allait pas tarder à se faire attraper, car il a liquidé une partie de ses actifs récemment et a extrait un maximum d'argent de son entreprise. Selon Radio-Canada, je cite, le FBI affirme que Peter Nygard utilisait ses entreprises pour payer le recrutement de victimes, des frais de déplacement de voyage, des chirurgies esthétiques, des avortements et des traitements médicaux. La police fédérale américaine ajoute aussi qu'il utilisait ses employés et ses fonds pour contrer la publicité négative et la manipulation illégale de témoins. L'argent était pour lui un, je cite, lubrifiant personnel. Fin de citation. L'affaire a éclaté en février 2020, quand le New York Times a publié un article sur Nygard. À l'origine, les journalistes enquêtaient sur un conflit foncier entre Nygard et son voisin aux Bahamas, le milliardaire Louis Bacon. Mais cette guerre juridique a débouché sur des accusations d'exploitation sexuelle d'adolescentes. Ils avaient interviewé une dizaine de femmes qui accusaient Nygard de viol ou agression sexuelle, ainsi que 9 autres qui avaient déjà porté plainte. Le 13 février, une dizaine de femmes portaient plainte et dans la foulée, le FBI a organisé une perquisition dans ses bureaux à Manhattan et Los Angeles. En 2015, Bacon avait engagé une boîte de sécurité texane, Textratex, pour enquêter sur les pratiques sexuelles de Nygard et amener les autorités à enquêter à ce sujet. Elle avait trouvé plusieurs témoins, dont d'ex-employés de la maison du pervers. Mais l'enquête du ministère de l'Intérieur des Bahamas n'avait débouché sur rien. Puis cette boîte a présenté une quinzaine de femmes des Bahamas à des avocats pour entamer des poursuites. 6 d'entre elles ont déposé plainte pour des viols à la police des Bahamas, particulièrement corrompus, surtout par Nygard. En effet, quand des filles arrivaient à s'échapper de sa villa, c'était souvent la police qui les y ramenait. En avril 2020, 17 Canadiennes avaient entamé des poursuites contre Nygard, en plus des 10 Américaines et Bahaméennes. 3 d'entre elles avaient 16 ans ou moins.
et l'une avait 14 ans au moment des faits, quant aux américaines et bahaméennes, 3 d'entre elles avaient 14 ans et 3 autres avaient 15 ans. Selon les plaintes des Canadiennes, je cite, Peter Nygard a utilisé son influence considérable dans l'industrie de la mode, sa richesse, son pouvoir grâce à la corruption de fonctionnaires et un réseau d'employés de l'entreprise sous sa direction pour kidnapper, amadouer et attirer des enfants et des femmes. Fin de citation. Il a officiellement démissionné de ses fonctions de dirigeant de son groupe en février 2020, mais il continuera à le diriger dans les faits, et n'a pas franchement collaboré avec la justice. Il savait depuis l'été 2019 que le New York Times enquêtait sérieusement à son sujet. Il a aussi été mis au courant des enquêtes du FBI et du département de la justice aux États-Unis avant les perquisitions du 26 février 2020, ce qui lui a laissé le temps de s'organiser avec des rabatteuses et d'autres employés compromis pour tenter de s'assurer qu'ils allaient garder le silence au sujet du réseau d'exploitation sexuelle. Le directeur d'une entreprise de Nygard a détruit plus de 1000 documents relatifs aux accusations de harcèlement et d'agression sexuelle ou viol, juste après que le tribunal lui ait demandé de fournir des éléments d'explication. Les réseaux sociaux ont aussi été nettoyés, ainsi que les sites web de certaines entreprises de Nygard. Quant à Medeiros, donc une aide très proche de Nygard, qui recrutait une recruteuse, on va dire, elle a fui au Brésil après les perquisitions chez Nygard, tout en restant en contact avec lui et ses avocats. Elle résidait à Rio de Janeiro, chez un chirurgien esthétique de Beverly Hills, qui avait déclaré quelques mois plus tôt ne pas avoir eu de ses nouvelles depuis bien longtemps. Une base de données de 7500 noms de victimes potentielles. Nygard est né en Finlande en 1941, mais ses parents ont émigré au Canada en 1952. Il a fait ses études à l'université de Dakota du Nord et en 1967 il aurait démarré avec sa première entreprise de fabrication de vêtements à Winnipeg, avec une mise de 8 000 $ et un prêt pour acheter 20% de l'entreprise où il était chef des ventes à son fondateur. Il en a vite racheté la totalité, a créé sa propre marque et aujourd'hui il a 170 boutiques en Amérique du Nord, 12 000 employés et un chiffre d'affaires de 500 millions de dollars par an. Il possède des usines de fabrication de vêtements, dont une au Cambodge où les employés ont dû se battre pour améliorer leurs conditions de travail. Il a aussi des entreprises enregistrées au nom d'employés, il possède 2 jets privés, des Boeing 727 avec son nom écrit dessus, et de nombreuses propriétés dont une grande villa dans une île des Bahamas appelée Nygard Cay, avec des copies de temples mayas très moches, des têtes géantes de lions à l'entrée hyper kitsch et une soi-disant boîte de nuit. Sa fortune était estimée à 750 millions de dollars en 2009 et à plus de 900 millions en 2020. Au total, il y aurait eu jusqu'à une trentaine d'entreprises liées à Nygard et il est toujours propriétaire à 100% de ces entreprises, directement ou indirectement. Les premières accusations contre Nygard remonteraient aux années 70, mais n'ont pas eu de suite judiciaire. Au début des années 80, Nygard a étendu son business aux États-Unis, où il est désormais aussi propriétaire de fermes de cannabis, à but médical bien sûr. C'est en 1987 qu'il a acheté son terrain aux Bahamas, agrandi sans permis de construire et en détruisant l'environnement, ce qui lui a valu quelques procédures. Elle a été en partie détruite en 2009 par un incendie électrique. Et ces entreprises lui ont servi à organiser son petit trafic d'exploitation. La plainte dans le cadre d'une des procédures contre le vieux pervers précise, je cite, « Les sociétés de Nygard ont promu et ou fait progresser la carrière des employés qui ont facilité, aidé, encouragé et dissimulé les crimes sexuels de Nygard. Et qu'elles ont payé, promu et récompensé d'autres manières un cercle proche de cadres supérieurs et d'employés des entreprises Nygard pour participer activement aux actes de Nygard et ou à son entreprise de trafic sexuel illégal, pour fermer les yeux sur ses abus sexuels et pour camoufler ses crimes. » Fin de citation. En gros, une telle entreprise s'appelle une organisation mafieuse. À partir des années 90, il est question de soirées d'horlotage, entre guillemets, pumper party, qu'il organisait chaque semaine ou presque et auquel il demandait à ses employés de ramener des filles. D'ailleurs, ce sont les employés de ces compagnies qui organisaient tout, y compris l'appel des filles et les messages d'appel sur les réseaux sociaux. Elles étaient prises en photo, portrait ou de plein pied, le tout était envoyé par mail à Nygard qui choisissait les victimes pour la soirée. Il s'était créé tout un fichier avec des informations pour sélectionner ces cibles qui, au milieu des années 2000, comptaient déjà jusqu'à donc 7500 noms de femmes, y compris beaucoup de mineurs. Les filles étaient classées en fonction de leur performance en catégorie A, B, C. Les informations les plus anciennes dataient de 87 selon la justice. La base de données était hébergée sur les serveurs des entreprises de Nygard et sa maintenance était assurée par le département informatique des entreprises elles-mêmes, dirigé par un certain Dane Clifford, mort soudainement à 44 ans en mai 2019. Je cite, « Seulement quelques semaines après la découverte de l'enquête du New York Times à ce sujet. » Ah, précise un document judiciaire, comme c'est ballot. Apparemment, Dane Clifford
Travaillait aussi sur les voyages avec les avions de Nygard et jouait un rôle pivot dans l'organisation du trafic. Ces pumper parties étaient financés par des détournements d'argent de ces entreprises, tout comme les filles qui l'utilisaient et qui étaient rémunérées en tant que modèles, donc mannequins, soi-disant. Certaines obtenaient ainsi des passeports ou visas d'immigration. Nygard pouvait aussi leur payer des opérations de chirurgie esthétique. Une des victimes, une ancienne employée, raconte qu'elle l'a rencontré pour la première fois à une de ces pumper parties qui a fini sur son yacht, où il l'a encouragée à boire beaucoup avant de la violer et de lui donner 500 $. La girlfriend, la petite amie soi-disant du moment de Nygard, était une de ses amies et il lui a permis d'avoir un travail avec le vieux pervers au cœur du système des voyages et des rémunérations des victimes. Elle a été violée plusieurs fois pendant qu'elle travaillait pour Nygard et a aussi assisté à des remises de cash à des politiciens, des fonctionnaires, des flics et la remise de ses girlfriends à ces individus comme gratification sexuelle ou rémunération. Je cite, dans les mois précédant l'élection générale de mai 2012, beaucoup de politiciens ont visité Nygard Cay, sa propriété aux Bahamas, donc d'une élection des Bahamas, des politiciens des Bahamas, afin de recevoir du cash pour leur campagne, a-t-elle attesté. Fin de citation. Une ex-playmate de Playboy anglaise, Melissa Howe, a expliqué au Daily Mail que c'est justement à une de ses pumper parties que Medeiros, la recruteuse, donc l'a invitée en avril 2017. Elle avait 26 ans. Arrivée sur place dans sa villa de Los Angeles, elle y a vu une dizaine de jeunes mannequins que Medeiros faisait boire et des esthéticiennes leur faisant des manucures et pédicures. Et au bout de quelques heures, Medeiros est venu la chercher pour aller voir Nygard, 79 ans au compteur, dans sa chambre. Je cite, elle essayait de me pousser à monter et de me laisser seule. Je n'étais pas à l'aise, je savais que c'était douteux et que je devais partir. Fin de citation. Il pouvait aussi emmener les victimes dans des soirées échangistes à New York. La plainte des 10 premières plaignantes précise qu'il obligeait régulièrement ses girlfriends à l'accompagner dans des clubs échangistes de New York, où il les forçait à lui trouver des couples pour avoir des relations sexuelles avec. Il a aussi payé, forcé et ou contraint ses girlfriends à avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes pendant qu'il regardait. Plusieurs témoins ont parlé, depuis quelques années, des délires scatophiles de Nygard, qu'il apprécie apparemment quotidiennement et dès le matin, quand d'autres prennent un café. Il lui est arrivé de payer plusieurs milliers de dollars pour éviter la diffusion d'une vidéo où une femme pratique ça sur lui. Il était aussi violent et aimait rabaisser les filles. Donc pour être clair, il se faisait chier dessus et il mangeait la merde des filles. C'était son délire. Une victime de 14 ans a déclaré qu'il a commencé par lui montrer un film scatologique avant de l'obliger à le sodomiser et de la violer. Une autre, 14 ans seulement, explique que Nygard et ses employés l'ont fait boire, puis il lui a fait prendre 3 pilules et l'a emmenée dans sa chambre, où elle est tombée inconsciente en sa présence. Le lendemain, il était à côté, il y avait du sang sur le lit et sur elle. Nygard lui a donné 5000 $ pour qu'elle se taise. Ces deux filles, issues de familles pauvres des Bahamas, étaient vierges avant de croiser ce taré. Une autre, âgée aussi de 14 ans, a rencontré Nygard dans une rue de Winnipeg, où traînent beaucoup les ados. Il lui a promis de l'emmener en Californie pour devenir mannequin et la violer à plusieurs occasions avant de la payer. En 79 déjà, une femme l'accuse de l'avoir violée à l'âge de 14 ans, après l'avoir alcoolisée et droguée, la technique Polanski. Mais Nygard saisissait chaque occasion disponible pour agresser des femmes, et certaines de ses victimes avaient 30 ou 40 ans lors des faits. La justice a listé plusieurs paraphilies sur lesquelles on ne va pas s'étaler, mais la pédophilie n'est pas franchement listée, même s'il est bien précisé qu'il préférait les mineurs. Il n'est pas officiellement question de filles de moins de 14 ans. Ce qui est étonnant tout de même, puisqu'il disait aux recruteurs et aux recruteuses que le plus jeune, c'est le mieux. Ses préférés, parmi les moins dégoûtés, pouvaient accéder au rang de girlfriend, c'est-à-dire en réalité des rabatteuses en chef comme Sueline Medeiros, qui est dans l'entourage de Nygard depuis 2010, mais a gravi les échelons jusqu'à devenir donc sa girlfriend en 2015. Elle était rémunérée à plein temps par les entreprises de Nygard, mais était en fait sa prostituée personnelle. Elle a été arrêtée en juillet 2010, donc à Rio de Janeiro, en compagnie de 2 adolescents, pour détention de cocaïne et drogue de synthèse, et est visée par plusieurs accusations dans le cadre de la procédure contre Nygard pour avoir recruté des filles. Si les girlfriends, donc les recruteuses, ne ramenaient pas de victimes, ils s'en prenaient à elles violemment et ce sont elles qui y passaient finalement. Mais si elles en trouvaient, elles recevaient plusieurs centaines à plusieurs milliers de dollars en cash. Une plainte d'une victime âgée de 18 ans lors des faits en 2010 explique que, je cite, Medeiros a recruté, attiré et contraint une des victimes à se rendre dans l'enceinte privée de Nygard, et une fois retenue là-bas, Medeiros a dit qu'elle devait avoir des relations sexuelles avec Nygard, précisant que cette relation sexuelle forcée serait vraiment rapide et facile. Alors que la victime terrifiée est refusée, après que la victime terrifiée a refusé, Medeiros et Nygard se sont associés pour la séquestrer et la droguer. Nygard l'a ensuite violée par la force. Fin de citation.
Medeiros a amené la victime, qui rêvait de devenir mannequin, en boîte et l'a fait boire, avant de lui proposer un voyage sympa aux Bahamas pour une grande fête chez un ami, qui avait une entreprise de mode. Le voyage a été rapidement organisé avec une entreprise de Nigarde. La plainte précise encore, je cite, en tant que travailleuse du sexe, son travail à Medeiros consistait à avoir des relations sexuelles avec Nigarde, et à recruter et à attirer d'autres jeunes femmes à avoir des relations sexuelles avec, ou être violées et restées sexuellement battues aussi, par Nigarde. Fin de citation. Quand la police lui a demandé pourquoi elle faisait cela, Medeiros a répondu qu'elle préférait autant que ce soit ses filles qui y passent à la casserole plutôt qu'elle. Quand il est sorti avec Pamela Anderson, il avait alors une autre girlfriend officielle, mais Anderson était tout de même rémunéré 38 000 $ par mois pour la fonction. Il serait aussi sorti contre rémunération avec l'actrice Beverly Johnson, et qui fait partie des plaignantes contre Bill Cosby. Elle l'accuse d'un viol après l'avoir drogué au milieu des années 80. Des hommes lui ramenaient aussi des femmes, notamment un certain Rick, qui lui envoyait des cargaisons depuis Los Angeles dans son avion privé, faisant 1 ou 2 arrêts au Canada, à New York ou Atlanta pour prendre des nouvelles passagères avant d'arriver aux Bahamas. Des films étaient tournés lors des partous dans l'avion, sur le yacht ou chez Nigarde. Il était devenu intouchable. Quand l'affaire du viol a eu lieu en 80, l'éditeur du Winnipeg Free Press a annulé la publication d'un article suite à des pressions de caïds locaux et de businessmen proches de Nigarde. Si Nigarde est tombé, c'est parce qu'il a des dérangé plus puissants que lui. Louis Bacon a mis la main sur de nombreux témoins, sur certaines victimes et aussi sur le vidéaste personnel de Nigarde en possession de plus de 1000 heures d'enregistrement de la vie personnelle et des différentes rencontres du vieux pervers. Un réseau d'exploitation et de corruption. Les agressions pour lesquelles il est poursuivi auraient eu lieu dans ses propriétés à Winnipeg, Toronto et Falcon Lake au Canada, dans sa villa en Californie, aux Bahamas et dans son avion. À Nigarde Cay, sa propriété des Bahamas, où avaient lieu de nombreux viols, Nigarde avait toute une équipe de sécurité qui veillait à ce que les filles ne s'enfuient pas, car aucune ne pouvait partir sans son autorisation, et qui pouvait aussi garder la porte de sa chambre pendant les attaques. Il appelait ses dernières victimes « viande fraîche » ou « sacrifice ». Certaines victimes ont déclaré avoir été séquestrées alors qu'elles étaient mineures. Quelques-unes en sont restées à sa disposition pendant des mois en allant et venant. Il a aussi pu en transporter certaines en avion à travers le monde, notamment en Chine, avec des papiers obtenus par le biais de son entreprise qui recrutait des modèles, des mannequins, soi-disant. Medeiros aussi voyageait beaucoup, avec son avion privé, seul ou accompagné. Comme Epstein, Nigarde disposait d'un réseau de rabatteuses qui appelaient des jeunes filles au téléphone pour les faire venir à ses soirées. Il les trouvait grâce à certaines de leurs invités, ou leur mettait le grappin dessus dans les magasins, dans la rue, dans les boîtes de nuit. Dans la plainte d'une des victimes contre Medeiros, il est expliqué que, je cite, « Les petites amies de Nigarde étaient des travailleuses du sexe rémunérées et généralement victimes de Nigarde qui ont été manipulées, forcées et ou contraintes de travailler comme petites amies pour Nigarde. Ces petites amies étaient payées en fonction de leur race, de leur origine ethnique, de leur apparence physique, du niveau de conduite sexuelle avec Nigarde et aussi le nombre de jeunes femmes jolies qu'elles pouvaient ramener à Nigarde pour des relations sexuelles. » Fin de citation. Car Nigarde, pour couronner le tout, est raciste. Les filles noires étaient payées entre 3 000 et 7 000 $, suivant les tâches à accomplir, alors que les blanches entre 5 000 et 10 000. Nigarde organisait des soirées prisées du gratin, notamment du showbiz, où des filles de 14 ans étaient présentes. L'actrice Jessica Alba a évoqué une soirée de 2004 et a décrit, je cite, « ces filles qui ont l'air d'avoir 14 ans dans le jacuzzi et enlevant tous leurs habits. » Fin de citation. Quand la fête battait son plein, on faisait rentrer des filles alcoolisées et droguées, notamment avec du Rohypnol ou du Happy Juice, donc en gros du GHB, dans la chambre de Nigarde. Une Française est passée chez Nigarde aux Bahamas à l'été 2014, une certaine Mila Jasmine, qui pourrait être une starlette de télé-réalité passée par Miami avant 2015, et a eu une aventure avec un riche homme d'affaires turc en 2017. Elle aurait touché 20 000 $ pour son séjour chez Nigarde. En mai 2018, un message posté sur Facebook par quelqu'un qui disait avoir été en 2007 et 2015 le gérant de la propriété de Nigarde aux Bahamas sous le nom de Justin Sands évoquait les festivités orgiaques de Nigarde. Je cite, « J'ai été témoin de nombreuses activités vraiment étranges et criminelles. Ces activités incluaient des crimes contre des gens, notamment des viols et des enlèvements, et des crimes contre l'État des Bahamas comme des violations fréquentes des règles de l'immigration. Le tout facilité par la corruption de policiers, hauts fonctionnaires et politiciens locaux, » explique ce message. Fin de citation. Nigarde et ses invités agressaient les filles présentes. Je cite, « La vie des gens était mise en danger quotidiennement dans cette villa », dit l'auteur qui explique avoir fui les Bahamas fin 2015 pour le Canada, probablement avec l'aide de Bacon. Il explique que si les filles, bien qu'alcoolisées, refusaient la relation sexuelle, Nigarde les retenait alors sur place.
Il raconte qu'une fois, l'ambassade US est même intervenue pour que la police locale vienne libérer une jeune américaine séquestrée dans la villa de Nygard. Nygard utilisait les filles pour obtenir des faveurs de la part de personnalités qui pouvaient faire avancer son business de cellules souches ou arranger ses affaires. La plainte des 10 premières victimes mentionne notamment que, je cite, Nygard a fourni à des membres du Parti libéral, donc bahaméen, parmi lesquels Shane Gibson, et corrompu des policiers avec des enfants ou des jeunes femmes pour se livrer à des actes sexuels commerciaux. Nygard l'a fait pour gagner de l'influence auprès de ses politiciens et responsables de l'application de la loi, ainsi que pour obtenir des informations compromettantes à leur sujet et afin d'exercer une influence sur eux. Fin de citation. Donc par influence, on peut entendre chantage, évidemment. En 2012 et 2013, il a ainsi filé plus de 94 000 $ directement sur son compte à un député du parti futur ministre Shane Gibson et a versé régulièrement des chèques à Philip Brave Davis, ministre du Travail de 2012 à 2017. Il a aujourd'hui remplacé Christie comme leader du Parti libéral. Et quand les libéraux ont gagné les élections en 2012, Nygard a organisé une grande fête dans sa propriété où tous les pontes du parti, y compris Christie, étaient présents. Le chef de la police, Solomon Cash, et ses sbires enterraient systématiquement les plaintes contre Nygard, le tenaient au courant presque en direct de l'avancée de l'étouffement des affaires, pistaient les gens qui l'ennuyaient et pouvaient même les menacer et les arrêter. Et Nygard se vantait très souvent de ses contacts haut placés devant ses victimes. Quand il a appris qu'une enquête était menée sur son trafic sexuel, il a engagé des avocats. Je cite, pour faciliter le paiement des pots de vin à de hauts fonctionnaires de la police des Bahamas pour obtenir plus d'informations qui lui permettraient de corrompre des victimes et de les intimider pour les faire taire, précise la plainte collective. Fin de citation. En plus de tout ce petit monde, Nygard payait aussi des médias locaux et invitait des journalistes et des responsables de médias dans sa propriété pour avoir des articles favorables et faire sa propagande. Le système de corruption de Nygard est ancien. Une des victimes, Jendo 55, donc témoin 55 on va dire, une américaine, a rencontré Nygard en 80 et elle avait 14-15 ans, alors qu'elle était en fugue et il lui a proposé de venir avec lui en Californie, dans sa villa de Playa del Rey. Durant son séjour là-bas, elle déclare avoir eu de nombreuses relations sexuelles avec Nygard et qu'il l'a forcée à avoir des rapports avec environ une centaine de types. Il l'a aussi inscrite à une école de mannequins. Ce témoin, qui s'est aussi exprimé devant la justice, explique que les filles arrivaient avec son avion privé. Je cite, elles traversaient l'aéroport sans montrer leur passeport, sans passer par la douane ou l'immigration, parce que M. Nygard avait payé les fonctionnaires des douanes et de l'immigration. Fin de citation. Donc on parle de l'aéroport des Bahamas. Mais bon, pour rentrer dans un avion, il faut quand même qu'il y ait des papiers officiels à l'aéroport de départ. Il arrive en général de nuit, avec 5 à 8 femmes avec lui, pas toujours déclarées sur la liste des passagers. Donc on sait bien comment ça se passe avec les avions privés, c'est pas tout à fait les mêmes protocoles que pour les avions de ligne. Elle venait notamment du Brésil, de République dominicaine, de Belize, des îles Caïmans. Avec Epstein, c'était pareil. Avec le Lolita Express, les fiches de vol, c'était un peu olé olé. Du coup, elles ne pouvaient repartir qu'avec lui puisqu'elles étaient entrées illégalement et qu'elles n'avaient pas ni billets ni argent pour en payer. Apparemment, les étrangères n'entraient jamais aux Bahamas avec un visa et l'avion n'était jamais fouillé. D'ailleurs, il a aussi ramené des ouvriers, notamment 2 électriciens allemands, pour ses chantiers par le même biais, ainsi que certains de ses employés qui restaient coincés aussi longtemps que Nygard le voulait. Et oui. Là, on voit les méthodes, c'est un petit peu comme en Arabie Saoudite, il suffit de prendre les passeports, ou s'il n'y a pas de passeport, ben voilà, vous êtes coincés. Nygard ramenait aussi illégalement de grosses quantités de médicaments et de matériel médical, comme les cellules souches qu'il s'injecte pour rajeunir et tout ce qu'il faut pour les fabriquer. Celles qui ramenaient d'autres filles touchaient 150 $ par tête. Ces services, entre guillemets, étaient toujours rémunérés en cash par Nygard. Même Medeiros recevait des billets pour chaque fille ramenée, ou alors en chirurgie esthétique, injection de cellules souches, bijoux, voitures de luxe. Mais Medeiros était une super recruteuse. Tout le monde dans le staff de la villa devait ramener des filles, et d'abord présenter des photos du maître des lieux pour qu'il choisisse. Des photos au maître des lieux pour qu'il choisisse. Une fois qu'elles étaient là, tout le monde, y compris les autres filles, devait les faire boire et les droguer. Le témoin explique que, je cite, Nygard prenait des stéroïdes qui baissaient ses performances, si bien qu'il infligeait des heures de torture aux femmes. Fin de citation. On entend par torture des actes, des viols qui duraient des heures, puisqu'il n'arrivait pas à avoir son orgasme rapidement, et vous imaginez à l'âge qu'il avait, bref. Cela lui donnait aussi des crises de colère. Bah oui. L'une des filles de Nygard, Bianca, savait parfaitement ce qu'il se passait dans la villa de son vieux père, aux Bahamas, de même que plusieurs de ses employés canadiens, tous cités dans ce message. Pendant des années, il a payé dès que des femmes l'accusaient.
Je cite, « Au fil des décennies, les dirigeants de la société de Nygaard ainsi que le département des ressources humaines de l'entreprise ont été chargés par Nygaard de rembourser quiconque l'accusait d'agression sexuelle et de les forcer à signer des accords de non-divulgation, précise la plainte de ses fils. » Fin de citation. Et oui, donc aux États-Unis, dans la justice anglo-saxonne, il suffit de s'arranger entre avocats, de payer une grosse somme, et l'État, en fait, s'il y a un arrangement entre les deux, ne donne pas suite. Voilà. Ce qui, dans la théorie, devrait être différent en France, où le parquet, l'État, peut, même si la plaignante enlève sa plainte, poursuivre. Voilà, ce qui dans les faits est quand même rarement les cas, mais bon. Mais si les choses ne se passaient pas comme il le voulait, Nygaard passait à l'offensive. La plainte de la victime de 18 ans en 2010 précise que, je cite, « Nygaard utilise la violence, les menaces de violence, les pots de vin et la corruption pour intimider et faire taire ses victimes et celles qu'il pensait l'avoir, entre guillemets, trahi. » Fin de citation. Nygaard a fait taire ses victimes, parmi d'autres moyens en faisant crever leurs pneus, en commettant un incendie criminel, en engageant des voyous pour intimider ses victimes, les faire suivre, en organisant des complots de meurtre contre rémunération, et aussi en menaçant ses victimes de mort, et qu'il disait qu'il n'hésiterait pas à utiliser sa position et sa fortune pour détruire leur réputation. Une vidéo le montre en train de discuter avec deux chefs de gang locaux, dénommés Livingston Togi Bullard et Whistler Bobo Dalvima, pour faire pression sur le Premier ministre Pierre Christie, à qui Nygaard a donné 10 millions de dollars pour sa campagne victorieuse de 2012. Les deux truands, proches de plusieurs personnalités du Parti libéral, ont été arrêtés en 2016 pour avoir participé à une association de malfaiteurs en vue d'assassiner les militants de l'association Save the Bay, qui attaquait les travaux de Nygaard sur son bout d'île et qui était largement financé par son ennemi Bacon. Bacon et sa femme devaient également être liquidés, d'après l'enquête, qui a montré que Nygaard était le commanditaire. Donc juste pour être un peu plus clair sur cette histoire d'écologie, en fait, Bacon avait une villa pareille, mais était le voisin de Nygaard. Et Nygaard a commencé à vouloir tout détruire, comme il était trop kitsch et trop bête. Il a commencé à vouloir agrandir, gagner de la place sur l'eau, détruire les récifs. Et donc en fait, ça gênait Bacon. Et Bacon s'est mis en lien donc avec les gens qui justement étaient des écologistes des Bahamas et lui en voulaient. Donc Save the Bay. Et donc finalement, c'est grâce à l'argent de Bacon qu'il a réussi à remettre toutes les pièces du puzzle pour le faire tomber. Vous voyez comme quoi il ne faut pas s'attaquer au récif. Nygaard leur avait confié d'autres missions, comme organiser des contre-manifestations ou menacer les membres et sympathisants de l'association, et devait leur donner au total entre 3 et 5 millions de dollars, d'après ce qu'ont raconté les deux types à la justice. Ces deux types étaient proches d'un certain Lawrence Harrison, caïd local qui travaillait pour Nygaard. De quoi impressionner les adolescentes traumatisées et isolées ou des employés scrupuleux. Parmi les politiciens qui n'hésitaient pas à filer des coups de main à Nygaard, il y avait donc Shane Gibson, ancien député de 2002 à 2007, et surtout ministre de l'Immigration et du Travail. Sa carrière politique a pris fin en 2007, suite à sa relation avec Anna Nicole Smith, alors qu'elle était exploitée et droguée par son entourage. Elle est décédée en février 2007. En 2017, Gibson était poursuivi pour 36 charges d'accusation, dont corruption, pot de vin, extorsion, et a même fait un tour en prison avant d'être acquitté pour la corruption et les pots de vin fin 2019. Au Canada, le président du conseil de la police de Winnipeg, Kevin Klein, est un de ses anciens employés. Or, des procédures contre Nygaard ont été lancées à Winnipeg. Il fréquentait aussi d'ex-premiers ministres du Canada, comme Brian Mulroney, donc Premier ministre de 84 à 93, et Jean Chrétien, Premier ministre de 93 à 2003, ainsi que l'ex-président mexicain Vicente Fox. Il a reçu des récompenses et d'autres distinctions des mains de politiciens à Winnipeg et Toronto. Comme Epstein, c'est un adepte de nouvelles technologies médicales. Pour rester jeune, il s'est injecté des cellules souches et est un fan du clonage. Plusieurs témoins et victimes ont eu des menaces et des pressions contre l'ex-rabatteuse Richette Ross, je cite, « Des assaillants inconnus avaient détruit son ancienne maison, tué le chien de la famille et pénétré par effraction dans sa voiture lors de différents incidents. » Fin de citation. Du coup, l'équipe de Bacon l'a mise sous protection. Parmi les people qui lui ont rendu visite aux Bahamas, il y a aussi Robert De Niro, déjà impliqué en France dans une affaire de réseau de proxénétisme de luxe. La procédure collective concerne actuellement 57 femmes pour des faits commis entre 1995 et 2002, et une bonne partie des dirigeants des sociétés de Nygaard sont parmi les accusés pour complicité. Deux fils de Nygaard ont aussi porté plainte contre lui récemment à New York pour des viols commis par une de ses compagnes, qui était une ex-prostituée selon eux, en 2004 et 2018 alors qu'ils étaient adolescents. Et cela sur les ordres directs de Nygaard qui voulait en faire des hommes. On s'interroge, a-t-il fait de ses filles des femmes ?
Pour l'un de ses fils, âgé de 14 ans en 2018, il avait arrangé via ses sociétés un voyage depuis la Californie jusqu'à Winnipeg. Et là, la girlfriend de Nygaard, probablement Medeiros, a eu une relation sexuelle avec lui sur les instructions de Nygaard. Il a fait pareil en 2004 avec son autre fils, alors âgé de 15 ans. Il les a ensuite menacés pour ce qu'ils se taisent, mais quand ils ont quand même décidé de parler et de lancer une procédure pour, disent-ils, encourager d'autres victimes de leur père à faire comme eux. On notera que depuis que Nygaard a déployé son système aux Bahamas, le nombre de viols a explosé, et que la criminalité a fait de même en général, du fait d'une impunité flagrante liée à la corruption devenue endémique. Et que ces mêmes politiciens qui ont profité des girlfriends de Nygaard ont ensuite tenu des discours affirmant qu'ils prenaient les choses en main face à ce fléau. Ben oui. Fanatique du rajeunissement et des biotechnologies. Nygaard est un leader, un étendard même, dans la communauté du rajeunissement, comme on pourrait les appeler. Il a ainsi participé au World Stem Cell Summit, donc le grand congrès mondial des cellules souches en 2012, et à des RAAD Fest, RAAD pour Revolution Against Aging and Death, donc RAAD, la révolution contre le vieillissement et la mort, comme en 2016. Il s'agit de gros shows à l'américaine où on consacre les produits miracles destinés à assurer la longévité. À Beverly Hills, jusqu'en 2017, Nygaard a co-organisé des éditions de La Nuit des 100 Stars, qui était un événement de second rang dans le coin, mais où le ticket d'entrée allait quand même de 1 000 $ à 25 000 $ pour être à la table des sponsors. Autour de l'organisation des Radfest, il y a tout un tas d'activistes du rajeunissement, médecins venant présenter leurs élixirs miracles et les dernières technologies, des lobbyistes, des acteurs qui militent pour ces technologies et leur légalisation. En 2016, quand Nygaard y a fait un speech, il y avait même le candidat et leader du parti transhumaniste, Zoltan Istvan, un promoteur immobilier passé au parti libertarien depuis. Nygaard venait expliquer comment il avait rajeuni entre ses 69 et ses 75 ans, grâce à divers traitements, en particulier l'injection de cellules souches mélangées aux siennes et à des stéroïdes. Nygaard est le premier adepte au monde des injections de cellules souches dans le cadre du rajeunissement, et justement, donc Nygaard qui a commencé en 2010. Selon lui, il est en route vers l'immortalité. Oui, 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 oui. C'est ainsi qu'il fréquentait un certain James Stroll, directeur de la Coalition pour un allongement radical de la vie. Non mais avec les Américains pour sortir des conneries pareilles. Coalition for Radical Life Extension. Et de People Unlimited, la communauté de la super longévité qui sponsorise la Radfest. Stroll se présente comme un activiste de l'anti-mort. Magnifique. Donc c'est vrai qu'on voit, c'est vraiment la même... le prolongement vers ce qu'on nomme aujourd'hui plus couramment le transhumanisme. Nygaard a créé sa boîte de biotechnologie aux Bahamas en 2009, Nygaard Biotech, dont le site est aujourd'hui en ligne. Cette boîte, qui a embauché 4 scientifiques, s'est spécialisée dans le rajeunissement par cellules souches issues d'embryons humains. Il a expliqué qu'il avait implanté son entreprise aux Bahamas parce que le pays a des meilleures poules de gènes du monde. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il considère que les habitants ont des gènes intéressants. Oui, enfin c'est surtout parce que c'était hyper corrompu. Il souligne que le pays a vu naître beaucoup de champions olympiques. Mais s'il a choisi les Bahamas, c'est surtout parce qu'il n'avait pas le choix. Aux États-Unis, par exemple, les autorités ont clairement refusé de lui donner les autorisations pour travailler sur les cellules souches de fœtus. En 2014 et 2016, il a voyagé un peu partout dans le monde, participé à plein de congrès et autres événements anti-âge pour vendre sa nouvelle technologie. D'ailleurs, il comptait ouvrir un tas de cliniques après celle des Bahamas, et évoquait l'Inde, Macao ou la Thaïlande en 2014 dans une vidéo promotionnelle où il était souligné que pour ses œuvres humanistes, afin d'éradiquer les maladies, Nygaard sacrifiait toute sa fortune et sa réputation, et même son propre corps. Ah, formidable, quel héros. Puisqu'il se faisait injecter des doses de 400 000 cellules souches. On a aussi appris qu'il voulait que certaines, mais pas toutes, de ses victimes tombent enceintes, pour récupérer les cellules souches des fœtus pour des mixtures anti-âge, car selon lui, ce sont les meilleures cellules souches. Donc, reformulé, donc, pour faire tomber enceinte les prostituées qu'il avait sous sa coupe, pour récupérer les faire avorter de force, entre guillemets, et puis tuer les fœtus pour récupérer les cellules souches. Il a ainsi emmené Medeiros en Ukraine en 2014 pour y faire des recherches sur le sujet, après lui avoir demandé de tomber enceinte et d'avorter. En 2017, on a appris qu'une réunion a eu lieu dans un hôtel de luxe à Las Vegas entre Nygaard, Shane Gibson, Perry Christie, Premier ministre du Parti libéral donc, et d'autres participants. Selon Christie, il s'agissait de scientifiques de l'Université de Californie.
peu avant les élections de 2012 aux Bahamas, alors qu'il n'était pas encore député de l'opposition. Qu'il n'était encore, que député de l'opposition. Des vidéos existaient et avaient été transmises à la justice des Bahamas. Christie connaissait Nygaard depuis 1992, alors qu'il était ministre de l'Agriculture, et comme Gibson, il a assisté au mariage de la fille de Nygaard à Winnipeg. Une des victimes, qui était aussi une girlfriend officielle rémunérée au mois, explique que Nygaard l'a envoyé une fois chez Christie, qui avait ses photos en main, et a cherché une relation sexuelle, ce qu'elle a refusé, mettant Nygaard en rage à son retour. Il s'est avéré qu'en 2013, une fois élu, Christie a permis de faire passer dans la controverse une législation laxiste sur les cellules souches, établissant ainsi un climat très favorable au business de Nygaard avec sa boîte Nygaard Biotech qui cherchait à développer le tourisme médical aux Bahamas. Nygaard a nié avoir parlé d'installer son centre de cellules souches sur sa propriété, mais les travaux d'envergure qu'il envisageait laissaient peu de doute sur ses intentions. En tout cas, Nygaard a quand même filé 5 millions de dollars au Parti libéral pour sa campagne de 2012. Et même s'il a dit que c'était destiné à de la recherche sur les cellules souches, il est vrai que, je cite, en octobre 2015, lors d'une interview à la radio, M. Nygaard a affirmé une implication personnelle dans le processus législatif, affirmant même qu'il avait aidé le gouvernement à rédiger le projet de loi sur les cellules souches, relatait la presse locale en 2017. Fin de citation. Et il avait introduit une demande auprès des autorités locales pour créer un établissement médical sur son île, ce que Christie et Nygaard ont nié. Le lendemain de l'élection, Nygaard rencontrait 6 responsables du tout nouveau gouvernement. La justice avait aussi découvert que Nygaard avait rencontré le conseiller principal du nouveau Premier ministre Perry Christie un mois après les élections pour discuter de son plan pour son installation de cellules souches à Nygaard Cay qu'il voulait faire construire par des ouvriers chinois. Le PLP, donc le parti en question, a mené une campagne opulente et des cadeaux de 100, 200, 300 dollars étaient glissés dans les t-shirts distribués lors des rassemblements. Et il a gagné les élections de 2012. Et très rapidement, après, une loi sur les cellules souches a été passée, même si Christie a semble-t-il pris quelques distances avec Nygaard une fois élu, refusant quelques invitations de Nygaard à venir festoyer chez lui. Une autre réunion a eu lieu entre Christie et Nygaard peu après l'élection, dans un sous-sol à l'abri des regards indiscrets, à laquelle était aussi présent Kevin Klein, le chef de la police de Winnipeg, aujourd'hui, qui était l'un des plus hauts dirigeants de Nygaard Biotech à l'époque, et a bien sûr porté sur l'histoire des cellules souches et sur l'arrangement passé entre Christie et Nygaard avant le scrutin. À savoir, comme l'avait expliqué Nygaard, je cite, « Nous avons dit que le projet de loi sur les cellules souches était le premier projet de loi devant la Chambre d'Assemblée, pas le troisième, pas le deuxième, le premier. » Fin de citation. Depuis, son morceau d'île est à moitié abandonné, puisqu'il n'a pas pu faire les travaux prévus, mais fin 2019 encore, il promettait sur son site et dans la presse locale qu'en 2020, son centre de cellules souches serait construit aux Bahamas, grâce à un investissement de 100 millions de dollars. Nygaard a quand même développé à Saint-Kitts, donc une autre archipel, l'Institute for Regenerative Medicine, avec l'importation de cellules souches de cordon ombilical. Le centre a été interdit d'exercer en juin 2016 suite à un conflit entre le gouvernement et l'opposition au sujet de l'activité de ce centre installé à l'hôpital général JN France. Pourtant, le 13 juin 2020, un Américain, Richard Westin, était arrêté à la douane aux Bahamas alors qu'il s'enregistrait avec Nygaard pour se faire injecter des cellules souches, pour ne pas avoir déclaré une arme et avoir fait une fausse déclaration. Peu avant, un médecin brésilien qui n'avait pas l'autorisation d'exercer aux Bahamas et qui injectait des cellules souches pour Nygaard à l'hôpital JN France a été expulsé. En mars, 9 de ces sociétés ont été mises sous séquestre et doivent être vendues pour payer les créanciers. Il y aurait 50 millions d'euros de dettes auprès d'environ 350 créanciers différents. Certains n'ont pas été payés depuis plusieurs mois. Un autre n'arrive plus à retrouver une quarantaine de véhicules en leasing dans les sociétés de Nygaard, dont certaines ont apparemment été revendues à des proches et employés de Nygaard, ou encore volées dans les entrepôts de Nygaard par un ancien contractant des entreprises de Nygaard. 4 de ces propriétés ont aussi été mises en vente, dont 3 à Winnipeg, d'une valeur de plus de 16 millions de dollars. L'empire de Nygaard est donc en train de s'écrouler, mais pendant plus de 40 ans, cet individu a sévi en toute impunité. Il reste à savoir qui a profité de ses largesses aux États-Unis, au Canada et ailleurs, car personne n'assume aujourd'hui. Grâce à l'exploitation sexuelle de femmes et d'adolescentes, Nygaard a pu agir librement jusqu'à lancer un business illégal de cellules souches. Combien sont-ils, les pervers, à utiliser ce moyen de compromission pour parvenir à leur fin ? Ces pratiques semblent en tout cas généralisées bien plus que l'opinion publique ne le croit. Petite actualisation de 2021.
Nygard a demandé sa libération sous caution pour cause de risque de Covid et il serait mal nourri en prison. Oh, on va pleurer. Janvier 2021. Octobre 2021. Nygard a accepté son extradition vers les États-Unis pour 9 chefs d'accusation, dont ceux de racket et trafic sexuel, selon l'acte d'accusation impliquant des dizaines de victimes. Les faits qui lui sont reprochés se seraient produits entre 1990 et 2020. Vendredi, la police de Toronto a par ailleurs annoncé avoir émis un mandat d'arrêt contre Peter Nygard pour 6 accusations d'agression sexuelle et 3 de séquestration selon le communiqué. Des faits qui se seraient déroulés entre 1987 et 2006. Son groupe a déposé le bilan en mars 2020 et est fermé quelques mois plus tard. Ces quelques 160 magasins, dont un dans le fameux quartier de Times Square à New York, sont également fermés. Selon les documents déposés devant la justice, les actifs de Nygard International se montaient à environ 175 millions de dollars canadiens. Et au moment de la fermeture, Nygard, qui revendiquait 12 000 employés à son apogée, n'en comptait plus que 1400.